Bonjour, il s'agit donc du TD de lecture de texte en grec destiné aux étudiants de master et qui est consacré à la lecture du livre Zeta de la métaphysique d'Aristote. Nous en sommes donc au chapitre 13 du livre Zeta de la métaphysique. Ce chapitre 13 où il est montré que l'universel ne peut pas être une substance. Nous en étions arrivés au passage de 1038b 23-29 qui montre là aussi que l'universel en tant que qualité ne peut pas être substance. Donc j'invite les étudiants à se reporter au plan détaillé qui a été distribué et qui se trouve en ce moment sur Moodle. Aristote vient de montrer que les parties de la quiddité, c'est-à-dire le genre, bon, il parle surtout du genre, ce sont les exemples qu'il donne, comme nous le verrons, mais donc les parties de la quiddité, ce sont le genre et la différence. Donc, Aristote vient de montrer que les parties de la quiddité ne peuvent pas être des substances. L'argument étant que soit on peut définir le genre et ainsi de suite à l'infini, et donc la définition du genre, elle aussi, donc c'est la définition d'une quiddité qui contient des parties qui elles aussi peuvent être définies à l'infini, et donc ce qui donne une infinité de parties de la quiddité. Et donc à ce moment-là, nous aurions une substance composée d'une infinité de substances, si les parties de la quiddité sont des substances, ce qui évidemment, d'un point de vue aristotélicien, est une absurdité puisqu'il rejette toute forme de régression à l'infini. Soit on estime que la définition des parties de la quiddité s'arrête au terme premier, ce qui de fait est la véritable position d'Aristote. Il n'empêche que toutes les espèces subsumées sous un même genre auront la même substance, c'est-à-dire que si l'on suppose qu'animal, qui est la partie de la quiddité, une des parties de la quiddité homme, d'homme, donc par exemple si on prend la définition parfois donnée par Aristote d'homme comme animal bipède, bon, donc en tout cas animal est une des parties de sa quiddité, eh bien animal, si on considère qu'il est une substance en tant que partie de la quiddité, eh bien cela voudra dire que toutes les espèces animales auront comme substance animale, et donc à ce moment-là, cela signifiera qu'elles auront toutes la même substance, et donc elles seront toutes identiques, c'est-à-dire que eh bien, animal, donc homme, chat, chien, papillon, etc. Dans la mesure où elles ont toutes comme substance, elles auraient toutes comme substance animale, seraient identiques, évidemment, ce qui est absurde. Donc ce sont les derniers arguments qu'Aristote vient d'employer. Mais que se passe-t-il si l'adversaire, voulant continuer à défendre la substantialité des universaux, cherche à s'en tirer en disant oui, d'accord, les parties de la quiddité ne sont pas des substances, mais ce sont des qualités. Il n'en reste pas moins que les universaux ultimes, à savoir les espèces dernières, sont des substances. Donc nous aurions un adversaire qui voudrait partir de la position suivante qui lui permettrait de sauvegarder la substantialité d'un certain nombre d'universaux, et donc qui voudrait dire oui, je veux bien admettre que les parties de la quiddité ne sont pas des substances mais des qualités, mais il n'en reste pas moins que la quiddité des espèces dernières, elle, doit être considérée comme étant une substance. Bon, Aristote va montrer que cette position est impossible à tenir. Passons maintenant à la traduction. Etidekai et encore,
adunaton kaiatopon, il est impossible et absurde, totodeti kaiousian, que ce qui est un ceci est une substance, eiesti ectinone, s'il est constitué ectinone de quelque réalité, de quelque constituant, mais ex ousion einai, donc si l'on traduit en restant proche du grec, qu'il ne soit pas constitué de substance, mais ectu todeti, ni de ceci, al ekpoiou, mais de qualité. Donc, ce qui donne dans la traduction que j'ai mise ici, s'il est constitué de quelque réalité, que ces constituants ne soient pas des substances ni des ceci, mais des qualités. Protegron gar estai meusia te kai topoion ousias te kai tu tode. Alors, car, donc, topoion, la qualité, protéron, estai, sera antérieur, donc protéron, pour les débutants, vous voyez que nous avons en fait ici un comparatif qui réclame ces compléments au génitif, et donc le complément de protéron, enfin de fait il y en a deux, il y a d'abord ousias, donc ousia au génitif, donc qui est antérieur à la substance, et tout todé, donc comme nous l'avions vu, todé, c'est une expression substantialisée, donc substantifié, donc c'est-à-dire qui veut transformer en substantif, qui signifie le ceci, donc tout odé, ici on a tout odé au génitif. Donc le sujet topoion, donc la qualité, estai sera, protéron ousias, antérieur à la substance, et au ceci. Opère adunaton, ce qui est impossible. Oute logu gar, oute chrono, oute genesei, oion, car, donc, oute logo ni en raison, oute chrono ni relativement au temps, oute genesei ou à la génération, oion, donc ici tout cela est commandé par la négation outé, donc ou plus t, donc ni, donc il est donc outé oion, donc il est impossible tapate que les affections einai soient, donc ici nous avons une infinitive dont tapate le sujet est à l'accusatif, même si ça ne se remarque pas puisque c'est un neutre, et donc que les affections soient, et donc nous retrouvons le comparatif, donc protéron qui était au singulier auparavant, donc que les affections soient antérieures tes soucias à la substance, car ni en raison, ni relativement au temps ou à la génération, il est impossible que les affections soient antérieures à la substance. Kai gar chorista, car, elles seront séparées. Bon là, évidemment, il faut rétablir un estai, kai aussi. Donc, si l'universel n'est ni substance de la chose, ni partie de la quiddité, il serait qualité, selon la position de repli des adversaires.
Donc il s'agit d'une qualité au sens d'affection, d'accident de la substance. Mais à ce titre, donc pour Aristote, il ne peut pas être substance. Pourquoi? Parce que la qualité est postérieure à la substance. En effet, si elle était antérieure à la substance, elle devrait pouvoir exister à l'état séparé, exister de façon indépendante, ce qui, de fait, est impossible, puisque là, on peut dire que c'est un résultat de l'étude de la substance, c'est elle qui est l'hypokeimenon, le sujet des accidents et en particulier des qualités qui sont toujours dans quelque chose, c'est-à-dire qui ne peuvent pas exister sans la substance. Ici, cet argument est dialectique, il est destiné à réfuter un adversaire précis qui soutiendrait une position précise, qui est sans doute le reflet des discussions, soit au sein de l'académie, soit au sein du lycée. Mais que pense Aristote lui-même? C'est-à-dire, pense-t-il qu'une substance puisse être composée de substances, ektino, de quelque réalité, ou alors pense-t-il qu'une substance puisse être composée de non-substances, ou pense-t-il qu'une substance puisse être non composée? Bon, sa réponse, comme nous le savons, est la possibilité pour une substance d'être composée de forme et de matière, en tout cas pour les substances sensibles. Et comme nous l'avions vu, nous avons un résultat essentiel qui a été déterminé au livre de Zeta 10 et 11, c'est-à-dire le fait que la forme peut être considérée comme la substance première en tant qu'elle est antérieure au composé. Effectivement, on peut dire qu'elle est antérieure tout d'abord en raison, parce que c'est elle qui est connue par le logos, donc elle est antérieure logo, c'est elle qui va faire l'objet d'une définition, contrairement à la matière. Elle est antérieure chronologiquement et relativement à la génération, là aussi parce que un nouvel être possédant une forme identique, en tout cas identique au niveau de l'espèce, a besoin d'une existence antérieure de la forme au sein de l'être qui va être la cosmotrice de la génération, c'est-à-dire que pour, par exemple, qu'un enfant naisse, il faut d'abord la présence de la forme dans le père. Évidemment, la mère, elle, donc apporte la matière, bon, nous reviendrons dessus. Bon. Donc, la substance individuelle, de ce fait, est elle-même composée au moins d'une substance, la forme, qui est antérieure au composé en raison et chronologiquement et relativement à la génération. Je dis au moins d'une substance parce que tout dépend du statut que nous allons accorder à la matière, et nous avions vu que la matière, Aristote envisageait donc que le substrat puisse être une substance au chapitre 3 du livre de Zeta, mais bon, c'est une hypothèse qu'il avait ensuite apparemment rejetée. Mais donc, le composant substantiel qui est la forme et le composé tous les deux vont être substances pour Aristote, mais ils ne vont pas être substances au même titre. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose, ce n'a pas le même sens pour Aristote d'être une substance au sens d'être une substance composée ou d'être substance au sens d'être une forme. Alors que ceux qui font des universaux des substances, c'est-à-dire donc ceux qui estiment bien que, par exemple, les partisans de la théorie platonicienne des formes, eh bien ceux-ci
euh, risqueraient, d'après le raisonnement qu'Aristote vient de développer, de composer leurs substances de substances, mais de substances qu'ils vont situer au même plan parce qu'ils ne distinguent pas différents niveaux ou différents sens de substantialité possible, alors que c'est ce qu'Aristote est en train de faire, puisque il a montré en Zeta 10 et 11 que la forme est substance, mais qu'elle est en tant que telle, elle est antérieure au composé. Et donc, vouloir faire de toutes les formes des substances au même degré, au même niveau, au même plan, on pourrait dire relativement à la même chose, pour Aristote, ce serait une absurdité. Et c'est à cette position que seraient conduits ceux qui voudraient soutenir la substantialité de tous les universaux. Bien, nous arrivons maintenant à d'autres arguments contre l'universel, compris comme partie de la quiddité. Donc, c'est finalement une suite des arguments qui avaient déjà été développés précédemment. Donc, nous sommes en 1038b, 29, 34. Merci de vous reporter à votre plan. Alors, 1038b, 29, 30, si tel était le cas, c'est-à-dire si les parties de la quiddité étaient elles aussi des substances, alors il y aurait une substance de substance. Alors, voyons la traduction. Eti et encore, ousia, une substance, enuparkei, donc enuparkein au futur pour les débutants. Donc une substance sera présente, donc exister dans, sera présente avec le complément datif ento Socratei ousia, dans la substance Socrate, donc dans la substance de Socrate. Osteduoin estai ousia, de sorte estai ousia qu'il y aura une substance duoin pour deux choses. Donc là, ici, nous retrouvons le duel au cas indirect. Autrement dit, ce que veut dire ici Aristote, vraisemblablement, soyons prudents, c'est que si on considère que homme, en tant que partie de la quiddité, est une substance, et est une substance au même titre que Socrate est une substance, alors Socrate et homme auront la même substance, et donc il y aura une substance pour deux choses. Donc cela signifie que Socrate donc et homme auront la même substance, mais s'ils ont la même substance, nous revenons toujours à ce même type de raisonnement. Il faudrait alors les considérer comme identiques, ce qui est absurde, c'est-à-dire que s'il y a une substance pour deux choses, eh bien, soit finalement nous sommes face à l'alternative suivante, soit on considère qu'il n'y a pas deux choses mais une seule chose qui est absurde, soit alors on renonce à l'idée que homme soit une substance et soit une substance au même titre que que Socrate. Argument suivant, 1038b 30-34.
Si les espèces dernières sont des substances, les parties de leur définition ne peuvent signifier des substances existant par elles-mêmes. Donc Aristote est toujours en train de réfuter l'hypothèse d'après laquelle tous les universaux sont des substances, donc aussi bien les espèces dernières que les parties de leur définition. Les parties de la définition, c'est-à-dire les parties de leur quiddité. Holos des symbainei, holos et en général, symbainei, il s'ensuit que ei esti ousia ho anthropos kaiosa auto legetai, donc si o anthropos, l'homme, kaiosa auto legetai, et tout ce qui est appelé auto ainsi, ousia est une substance, donc et en général il s'ensuit que si l'homme et tout ce qui est appelé ainsi est une substance, meten ton entologo einai medenos ousian, meten aucun ton entologo, aucun de ce qui est ou rien de ce qui est dans le logos, donc rien de ce qui se trouve dans la définition, donc aucun des constituants de la définition. Einai ne sera, hein, donc ici, bon, nous avons l'infinitif, mais je pense que, bon, en français, le plus correct sera un futur, ne sera ousian medenos, substance de rien, medecoris uparkein, ni donc n'existera, hein, j'ai mis ni ne pourra exister, mais finalement le mieux peut-être pour rester vraiment plus proche, ce serait ni n'existera. Donc choris automne à part d'eux, med en allo, ni en un autre. Aucun des constituants de la définition ne sera substance de rien, ni n'existera à part d'eux, ni en un autre. L'ego, je veux dire, ou je dis, oion, par exemple, ukeinai tizoon, il est impossible ou il n'y aura pas, donc tizoon, un animal, donc il n'existera pas d'animal, paratatina, à côté, tatina, donc tatina, sous-entendu zoa, hein, donc à côté de certains animaux, ou à côté donc des animaux, ou de allo, ton entois logois uden, ni donc allo uden, ni aucun autre, ton entois logois, de ce qui se trouve dans les définitions, donc ni aucun autre constituant des définitions. Donc l'argument semble être le suivant. Les parties de la définition ne peuvent pas exister sans la définition tout entière, elles n'ont pas d'existence indépendante. Le chapitre Zeta 12 est un chapitre qui questionne l'unité de la définition, et le résultat pour Aristote est que le genre joue le rôle de la matière et la différence le rôle de la forme. De fait, nous voyons qu'Aristote reconduit le paradigme de la relation forme-matière, donc qui est pris, je dirais, au premier degré pour la substance sensible, au sein de la définition elle-même, c'est-à-dire pour penser la relation du genre à la différence, et donc pour penser l'unité de la définition qui est définition de la forme et non pas de la matière, puisque la matière par elle-même est indéfinissable.
Or, si dans la substance sensible, forme et matière ne peuvent exister l'une sans l'autre. Et donc, nous devons en conclure que si nous reproduisons ce rapport de la forme à la matière à titre de paradigme pour penser le rapport du genre et de la différence, c'est-à-dire pour penser la relation que les parties de la définition ont entre elles, eh bien donc ça signifiera que les parties de la définition ne peuvent pas avoir d'existence indépendante par rapport à la définition elle-même. Et donc, si le fait d'exister à l'état séparé est un critère de la substance, et si on se situe dans l'hypothèse où la quiddité serait une substance, alors les parties de la définition ne seraient pas substances. Or, ceux qui substantialisent les universaux le font pour tous les universaux. Ils estiment qu'il existe un homme universel, un animal universel, et donc évidemment la référence est essentiellement la référence à Platon. Donc l'homme universel, ça correspond à l'homme en soi, et l'animal universel, un animal en soi. Et donc, ceux qui substantialisent les universaux ne substantialisent pas seulement les espèces dernières, mais tous les universaux, quels qu'ils soient, et donc aussi les genres, donc les parties de la quiddité, pour s'exprimer en langage aristotélicien, et donc les voilà réfutés. Nous arrivons donc maintenant à l'argument suivant, donc 1038b, 34, 1039 A3, un prédicat commun ne peut pas indiquer un ceci. Ectede tutone, et à partir de ce qui précède, et à partir de là, théoroussi, ils observent Phanéron clairement, excusez-moi, j'ai oublié que, Roti uden ton catolu uparkonton usia esti. Donc, que uden, rien, ton catolu uparkonton, de ce qui existe, ton uparkonton, des choses qui existent, catolu universellement, usia esti n'est un ceci, n'est une substance, excusez-moi. Kai hoti uden semainei ton koine categorumenon todeti. Kai est que uden ton koine categorumenon, donc uden aucun, ton koine categorumenon, donc génitif partitif, aucun des categorumenon, catégorein prédiqué, donc catégoru mena, les choses qui sont prédiquées, donc les prédicats, donc aucun des prédicats koiné, donc ce qui est prédiqué koiné en commun, donc aucun des prédicats communs, semainei todeti, ne signifie un ceci, à la toyonde, mais telle chose. Eideme, et sinon, à la tepola, beaucoup d'autres choses, sumbainei s'ensuivent, kai ainsi que autritos anthropos, le troisième homme. Donc, un prédicat commun ne peut pas signifier un ceci. Un ceci, donc, todé, c'est une réalité singulière, c'est ce qui peut être indiqué par le déictique ceci. Alors que, ou aussi la traduction que l'on trouve donc par exemple dans la traduction du Ménil Jolin, un être déterminé. Alors que
lorsque j'énonce simplement un prédicat commun comme homme, je signifie bien quelque chose, attention, hein, parce que ma pensée et celle de mon interlocuteur s'arrêtent à une certaine intellection qui est la signification du terme homme, mais qui est une signification commune, une signification générale. Mais par cet universel, je ne peux pas désigner un être déterminé précis, un ceci précis auquel le terme, lorsque je suis en train de l'employer, renverrait. Et d'autre part, si au contraire on supposait que l'universel désigne un ceci, désigne donc un individu, c'est-à-dire si on suppose que l'universel n'est pas simplement un terme commun, mais correspond à une réalité une réalité singulière, autrement dit, nous revenons ici à la thèse idéaliste, à la thèse platonicienne, qui veut que non seulement existent les réalités sensibles, mais qu'existent également les réalités intelligibles, donc par exemple l'homme en soi, l'animal en soi, ces réalités intelligibles qui expliquent que aux réalités sensibles on puisse attribuer le même terme, hein, ce même terme universel, ce même terme commun, le terme d'homme. Bon. Si nous nous situons alors dans cette dernière possibilité, alors Aristote nous renvoie à l'argument du troisième homme, qui est l'un des arguments que Aristote oppose à l'idéalisme platonicien. Donc signalons que tout d'abord c'est un argument que Platon lui-même a développé dans le Parménide, dans 131e, 132b notamment. Mais voyons ce que devient cet argument pour Aristote. Donc, rappelons simplement, très rapidement, donc ce qu'est la théorie des formes platoniciennes d'un point de vue aristotélicien. Donc, les formes, telles que Platon les conçoit, sont pour Aristote, donc des universels, comme là nous sommes en plein dedans. Ensuite, des réalités existant par elles-mêmes, donc existant à l'état séparé, ce que évidemment Aristote refuse. D'autre part, ce sont des réalités séparées des sensibles. Alors, oui, hein, comme vous le savez, Aristote admet l'existence de réalités séparées des sensibles, les moteurs des sphères et le premier moteur, mais ce ne sont pas les universaux. Et ensuite, autre façon de caractériser l'idéalisme platonicien pour Aristote, eh bien que par la participation à une forme, participation donc obscure d'un point de vue aristotélicien, mais aussi peut-être aussi, en tout cas, d'un point de vue platonicien, si on en croit le début du Parménide. Donc, par la participation à une forme, une multiplicité d'êtres sensibles possède un nom en commun de façon univoque, synonyme, c'est-à-dire que lorsque j'attribue à chaque être humain le prédicat homme, je l'attribue de façon synonyme, c'est-à-dire que j'attribue à tous de façon identique le même nom et la même définition. Alors, si nous partons de cette thèse idéaliste, nous aboutissons à une absurdité, à une série d'absurdités, l'une des absurdités étant ce qu'on a appelé l'argument du troisième homme. Hein. Donc si nous revenons sur la thèse précédente, eh bien, lorsque nous avons deux êtres humains, nous pouvons leur attribuer le même nom et la même définition, et si nous suivons la thèse idéaliste, alors ça signifie qu'ils participent tous deux eh bien, d'un troisième homme, l'homme en soi,
qui est une réalité non plus sensible mais intelligible. Mais que se passe-t-il alors si nous cherchons à comprendre pourquoi à un individu humain et à l'homme en soi, nous pouvons attribuer à la fois le même nom et la même définition, hein, puisque non seulement l'individu humain est un homme à qui je peux attribuer et le nom et la définition, mais d'un point de vue idéaliste, l'homme en soi est lui aussi un homme, donc je pourrais lui attribuer, en m'exprimant en vocabulaire aristotélicien, de façon synonyme, le même nom et la même définition. Eh bien, si je peux le faire, si je réitère la thèse idéaliste, le fait que l'homme en soi et l'individu humain sensible partagent et le même nom et la même définition ne peut être expliqué que par leur participation commune à un homme en soi de degré 2, hein, l'homme en soi qui explique le fait que l'homme en soi de degré 1 et l'être humain sensible partagent même nom et même définition. Et donc, bien évidemment, ce raisonnement peut être réitéré pour expliquer pourquoi l'homme en soi de degré 1 et l'homme en soi de degré 2 partagent et même nom et même définition, ce qui implique de supposer l'existence d'un homme en soi de degré 3, etc. Et donc, nous aboutissons à une régression à l'infini des participations, régression qui évidemment pour Aristote est est une absurdité, excusez-moi. Donc ça signifie de fait que il suffit d'un point de vue aristotélicien d'admettre l'existence d'un homme en soi pour être obligé d'admettre l'existence d'une infinité d'hommes. Donc, à la limite, on devrait dire ce n'est pas l'argument du troisième homme, mais c'est plutôt l'argument de l'infinité des hommes. Et donc, pour conclure pour l'instant, nous pouvons citer ce passage du livre Mu. Hein. Le point commun de toutes ces doctrines est la difficulté dans laquelle elles se trouvent quand on pose les termes universels comme séparés. Si c'est véritablement l'animal en soi qui est présent dans l'animal ou bien un autre animal différent de l'animal en soi, eh bien, en effet, soit on considère que ce qui explique la présence l'attribution du même nom et de la même définition à toutes les substances sensibles appartenant à la même espèce, soit on peut le faire comme dans, je dirais, le platonisme standard, supposer que c'est par participation à l'animal en soi que tous les animaux sont des animaux, mais aussi peut-être dans un platonisme plus complexe, peut-être dans le platonisme qui est évoqué par Aristote et dont on se demande s'il est le reflet de l'enseignement ésotérique de Platon. Donc, dans d'autres formes d'idéalisme, on peut supposer que ce qui explique la présence la présence on pourrait dire de la même forme dans tous les individus, donc ce ne serait pas l'animal en soi, mais l'existence d'une forme intermédiaire qui, elle, serait présente dans chacun des individus sensibles. Mais bon, de fait, dans le livre Mu, Aristote montre que de toute façon, ça conduirait à une autre régression à l'infini. Donc, quel que soit l'idéalisme
que l'on adopte, soit l'idéalisme simple qui part de l'existence d'une seule forme, hein, soit un idéalisme plus complexe qui suppose l'existence de formes intermédiaires entre la forme intelligible et la réalité sensible. De toute façon, on aboutit à des absurdités. Et la solution donc, eh bien, si l'universel n'est pas séparé, il ne naîtra aucune aporie. Donc la solution, eh bien, consiste à ne pas considérer l'universel comme une réalité séparée. Mais en revanche, l'un et les nombres sont séparés. Si en revanche l'un et les nombres, donc là aussi, bon, bah, ce sont les universaux les plus simples. Donc si l'un et les nombres sont séparés, la solution n'est pas simple. Donc la solution aristotélicienne est bien celle de non pas renoncer à l'universel, mais considérer que l'universel n'existe pas à l'état séparé. L'universel est simplement le prédicat commun que nous allons pouvoir attribuer à tous les individus dans lesquels se trouve la forme correspondante, mais une forme donc qui existe dans chacun des individus, mais une forme qui est identique au niveau spécifique, mais qui ne sera pas identique au niveau numérique, c'est-à-dire que la forme homme qui existe chez l'individu humain A n'est pas numériquement identique à la forme homme qui se trouve chez l'individu humain B et ainsi de suite pour tous les individus humains. Elle n'est pas numériquement identique, je dirais, nous avons chacun notre forme, mais cette forme, néanmoins, a une identité spécifique, cette identité spécifique qui permet de comprendre pourquoi nous attribuons à chacun le même prédicat. Voilà donc pour ce passage.